Yann Kefelec, bonjour. Vous êtes un écrivain français qu'on ne présente plus. Vous êtes évidemment une des personnalités les plus attendues de ce salon, La Grande Évasion. Vous le savez, la thématique de cette deuxième édition, ce sont les chemins de mer. Là aussi, un domaine que, comme la littérature, vous connaissez par cœur. Comme on pourra en témoigner, votre prochain dictionnaire amoureux de la mer, dont la parution est prévue l'année prochaine. Alors Yann, vous êtes probablement l'auteur qui connaît le mieux la mer. Qu'est-ce qui vous attire autant vers elle ? C'est une immense question. Je pense que j'en ai pour 2 heures de réponse à vous infliger. Je suis natif du bord de la mer. Mes premiers souvenirs sont des souvenirs maritimes. Je suis une sorte de poisson sans nageoire ou de crustacé sans pattes et sans pinces. Il y a quelque chose d'infiniment marin et consubstantiellement maritime chez moi. Donc je ne me dis même pas intellectuellement je suis attiré par la mer pour telle ou telle raison. Je suis attiré par la mer parce que je ne peux pas m'en empêcher d'être attiré par elle, de me tourner vers elle, de naviguer sur la mer, de vouloir y retourner, de me sentir en manque d'océan dès que je m'en éloigne. Je suis dans ma... C'est viscéral. Oui, j'aime pas trop le mot viscéral, c'est vital, je préfère, tout simplement. Donc vous avez besoin de sa présence pour écrire, pour créer ? Je ne me pose pas la question, je me dis pas. D'abord, le verbe créer est un verbe que je réserve aux créateurs de toutes choses. J'ai du mal à me positionner comme ça dans le verbe créer. Oui, j'écris des livres avec le maximum de sincérité, d'authenticité, et j'espère avec un certain savoir-faire et sans doute une forme de talent, je mets talent entre guillemets, mais c'est une manière qui m'appartient, qui me passionne et qui me voue à une certaine forme de dépassement quotidien. Donc tout ça m'enchante. C'est vrai que j'ai besoin je le sens, j'ai besoin de manière vitale de dire la mer, de confronter l'individu à la mer, de confronter mes histoires à la mer et mes personnages, même si ça n'est pas une technique romanesque. Pour moi, la mer, c'est tout simplement, ça fait partie de ma respiration. Et mes livres aussi respirent de l'océan. Mais vous pourriez écrire, même éloigné d'elle ou Ah oui, mais j'ai déjà écrit Éloigné de la mer. Je peux écrire de n'importe où dans le monde. De toute façon, je porte mon océan dans ma tête. J'ai une mémoire comme ça qui est riche de tellement de souvenirs maritimes que j'arrive à me replonger dans une ambiance marine à des centaines de kilomètres de la mer. De toute façon, la mer n'est jamais très loin. La mer, elle est présente sous forme de pluie, sous forme de lac, sous forme de... Dès qu'il y a de l'humidité, de l'humus dans l'atmosphère, immédiatement, je sens que toute cette humidité vient de la mer et ne demande qu'à y retourner. J'ai beaucoup de mal à me sentir finalement loin de la mer. Si, peut-être au cœur du désert, au Sahara, oui, voilà, peut-être que je me dirais, là, on est vraiment loin de la mer. Et encore, ça m'est arrivé. La nuit, quand sous le ciel étoilé, sous ces firmaments absolument incroyables et vertigineux, on a la sensation d'une plénitude océanique, une sorte d'avant-goût de l'infini, le même que communique le regard qu'on pose sur l'océan. À 14h, vous étiez le premier invité des grands entretiens de La Grande Évasion. L'occasion de rencontrer votre public, quelle sensation cela vous procure-t-il ? C'est indispensable de rencontrer les autres et que les autres vous rencontrent lorsqu'on est auteur. C'est devenu une véritable nécessité, je trouve, pour ce métier d'écrivain. Autrefois, les auteurs ne se montraient pas trop, ils étaient masqués par leur écriture, par leur page blanche. Ils n'avaient pas tellement besoin ils avaient un peu peur du contact avec les lecteurs. Les romanciers étaient des êtres pudiques, un peu sauvages, comme ça, qu'on n'avait pas trop l'occasion de voir. Aujourd'hui, on se rend compte que le contact humain est très important. D'abord parce que c'est pas que ça humanise l'auteur aux yeux du lecteur. C'est pas une espèce de monstre sacré, l'écrivain. C'est un vivant comme les autres, qui fait un métier un peu particulier, qui est celui d'enchanteur d'histoire ou de conteur de merveilles, comme on disait autrefois dans les veillées en Bretagne. Mais vraiment, il parle d'égal à égal avec les autres, et ça permet aussi aux autres de prendre la parole, de dire un peu ce qu'ils viennent chercher dans les livres, pourquoi quand il y a une continuité entre les histoires qu'ils lisent et leur propre histoire. C'est intéressant pour les deux, et puis ça montre bien que l'amitié humaine, la confrontation humaine, ça fait partie du jeu de l'existence. Vous êtes un vrai Breton qui défendait bec et ongle cette belle région.
Mais pourriez-vous venir vous installer ici en Gironde par exemple? Je viens de passer 3 jours en terre aquitaine, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Oui. J'arrive de Saint-Émilion où j'ai été extrêmement bien accueilli, où j'ai été extrêmement heureux, où j'ai été frappé par la profondeur de l'horizon avant un orage. Sensation que j'ai eue effectivement dans l'Atlantique, au large de la Bretagne, et pas simplement. Et j'ai trouvé qu'il y avait dans ces vignes comme ça, à l'infini, il y avait une énergie assez envoûtante, comme celle que j'aime énormément en Bretagne. L'envoûtement du paysage breton, du sol breton, de l'air que l'on respire en Bretagne, je l'ai un peu retrouvé pendant ces 3 jours chez vous. Est-ce que je pourrais m'installer? Bien sûr, je pourrais m'installer chez vous avec bonheur pendant un certain temps, mais je suis absolument sûr que mes démons intimes, qui sont tous des démons armoricains, à un moment ou à un autre, me tireraient par l'oreille pour me ramener au pays, chez moi. Il faudrait en tirer aucune conclusion négative par rapport à l'Aquitaine, qui est de toute beauté. Simplement, ce sont mes origines. Voilà, c'est comme un animal qui a besoin de retrouver sa terre natale. Alors, je vais peut-être toucher un sujet sensible, hein, mais j'ai habité quelques mois à Nantes, et pour les Nantais, leur ville est en Bretagne, et pour des Lorientais, par exemple, certains, ce n'est pas le cas du tout. Alors, pour vous, est-ce que Nantes, c'est en Bretagne, ou pas? C'est même pas un sujet sensible. Pour moi, c'est un non-sujet, c'est une non-question. C'est pas parce que l'administration se permet d'un trait de plume de décider que la Loire-Atlantique change de département qu'elle change d'histoire. C'est totalement absurde. La présence bretonne à Nantes, elle est avérée par les Nantais eux-mêmes, par la présence du château des Ducs de Bretagne, par tous les bouquins comme ça de l'histoire de la Bretagne. C'est comme si, je ne sais pas, on décidait un beau jour que la Tour Eiffel n'était plus à Paris. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Donc évidemment, Nantes est une ville bretonne, a failli le redevenir au moment du redécoupage administratif. Ça a été formidable d'ailleurs parce que Valls a fait cette déclaration à la télé ou à la radio. Il a dit « Non, nous n'allons pas remettre la Loire-Atlantique en Bretagne parce que la Bretagne deviendrait trop puissante face à la France ». Ce qui est quand même la phrase la plus extraordinaire qu'on puisse entendre, comme si la Bretagne n'était pas française et ne l'avait pas prouvé de la façon la plus héroïque lors d'un certain nombre de guerres mondiales. Mais c'est pas parce que Valls a dit ça que... Moi, je pensais au contraire que la République aurait l'intelligence de raccorder ces 2 régions et que même ce redécoupage avait été imaginé pour permettre ce raccord comme ça des Bretagnes entre elles. Les seules régions qui n'ont pas été raccordées étaient les seules pour lesquelles c'était une continuité biologique tout à fait naturelle. Donc on a fabriqué des espèces de régions complètement monstrueuses dans l'Hexagone et on a maintenu le statu quo en Bretagne, ce qui finalement n'est déjà pas si mal. Et voilà. Et alors, qu'a la Bretagne que les autres régions n'ont pas? Les régions elles sont très bien comme elles sont. Quand elles assument leur identité régionale, lorsqu'elles la revendiquent, lorsqu'elles redécouvrent cette culture, lorsqu'elles sont capables de s'inscrire dans un ensemble républicain tout en sauvegardant leur spécificité, toutes les régions sont belles, toutes les régions sont vraies et toutes sont accueillantes. La Bretagne, elle a ceci de particulier qu'elle ne se laisse absolument pas fondre dans le paysage. C'est-à-dire, le breton, il est français, mais il est breton d'abord. Et c'est pas parce qu'il est breton d'abord qu'il n'est pas français. Il est breton d'abord parce que c'est comme ça. Il n'y peut rien, il est breton. Un point, c'est tout. Mais ça n'empêche pas que c'est un remarquable citoyen et qu'il le prouve. Il suffit de voir d'ailleurs la classe politique française, elle est hautement bretonne. En même temps, le breton, il ne veut absolument pas se laisser absorber par de la monotonie hexagonale. C'est pour ça qu'il chante, qu'il danse, qu'il n'arrête pas comme ça de faire la fête et de la fête bretonne, d'attirer éventuellement les autres dans toutes ces grandes retrouvailles, ces grandes réunions qui caractérisent justement la relation humaine en Bretagne. Et le reste de l'Hexagone ne s'y trompe pas. Il suffit de voir la ville de Lorient au moment du festival interceltique. C'est une ville comme ça qui brusquement passe de 50 ou 70 000 habitants à 500 000, voire 1 million de personnes comme ça qui traversent la ville, qui vient faire la fête avec les Lorientais, avec les Bretons, et qui à ce moment-là est un tout petit peu, non pas envieuse, mais reconnaît qu'une telle identité, une identité aussi vraie, qui n'a rien de folklorique, qui est une identité en vie, c'est forcément un atout dans une existence et dans un pays où la notion d'identité est un tout petit peu en perte de vitesse.
Et justement, est-ce qu'il y a des jeunes artistes que vous découvrez encore, des jeunes artistes bretons que vous aimeriez mettre en lumière, soit des auteurs ou de la musique ou des cinéastes, ou je ne sais pas, enfin, dans vos rencontres, est-ce qu'il y a des talents que vous aimeriez, vous, faire émerger de par votre notoriété? De même que j'évite de parler de la création littéraire, j'évite de parler de ma notoriété. Le sens artistique est extrêmement fort chez les Bretons. Les Bretons sont d'extraordinaires artistes. Ils sont doués pour la chanson, ils sont doués pour la peinture, ils ont un imaginaire un peu fou. Et un imaginaire un peu fou, c'est évidemment le nerf de la démarche artistique. Donc vraiment, ça, j'apprécie ça chez eux. Il y a un lieu comme ça qui m'enchante. Il y a deux lieux, il y en a plusieurs, hein. Il y a la Vallée des Saints, que je trouve absolument incroyable. Ça, c'est formidable et ça a un succès absolument monstrueux. Et il y a aussi cette école des filles à Huelgoat, qui est une région assez magique de la Bretagne, où Françoise Livinec reçoit les peintres du monde entier et va chercher les œuvres au bout du monde pour les exposer dans cette école des filles. C'est très, très étrange de retrouver cette vieille école des années 50, comme ça, école de filles. Quelque chose d'un tout petit peu quand même, d'un tout petit peu érotique dans l'idée, comme ça, de voir cette école des filles préservée comme ça dans ce qu'elle était autrefois, et tapissée d'œuvres chinoises, japonaises, américaines, avec une thématique précise chaque année, à l'initiative de Françoise Livinec. C'est très important parce qu'il y a un vrai public qui vient de partout aux rencontres organisées par cette école des filles. On trouve des conférenciers comme Mona Ozouf, Alain Ray, le pape du dictionnaire Petit Robert, Michel Onfray, moi-même, enfin c'est Irène Frein. Voilà, tous ces gens-là viennent parler comme ça aux Bretons de l'art, de la littérature, des belles choses. Et c'est un vrai creuset d'animation culturelle. Je vais vous proposer maintenant un questionnaire de Proust. Donc on va démarrer tout de suite par la première question. Votre vertu préférée? Le courage, si c'est une vertu, oui, ne jamais baisser les bras, ne jamais baisser les bras, le courage. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis? La drôlerie. Parce que la drôlerie s'accompagne de bonté. C'est rare d'avoir affaire à quelqu'un de drôle sans qu'il soit bon. Et la drôlerie n'a rien à voir avec l'ironie. La drôlerie va de pair avec les histoires. Les écrivains adorent les histoires. Quelqu'un qui me fait rire, généralement, a de belles histoires à me raconter. Vos compositeurs préférés? J'ai eu une passion lorsque j'étais adolescent pour un compositeur hongrois, Béla Bartók. J'ai écrit mon premier livre sur Béla Bartók, parce que son histoire est incroyable. Ça pourrait être un roman, parce que c'était un être en rébellion contre plein de choses, comme je l'étais moi-même à cette époque-là. Je trouvais qu'il y avait la même puissance musicale chez Bartók et la même modernité, la même dinguerie que celle que l'on peut trouver chez certains grands rockers de cette époque-là. Et je mettais sur le même plan, d'ailleurs, le rock et Bartók. D'ailleurs, Rome et Bartók, vous voyez, ça rime. Je m'allongeais sur le plancher de ma chambre à minuit, lorsque mes parents étaient sortis. Je mettais le tourne-disque en route à tue-tête et j'écoutais ça à plein volume. Et ça cassait les oreilles des voisins qui envoyaient des lettres recommandées à mes parents. Ça me charmait. Et enfin, votre occupation préférée? Je pense, est-ce que la contemplation est une occupation? Je n'en sais rien. J'aime énormément. Je suis en état de contemplation, même lorsque je bouge. Tout le temps, il y a une espèce de rêverie qui se poursuit chez moi et qui cherche à se poursuivre de manière littéraire. C'est à force d'écrire et de vouloir écrire mieux. Un auteur est en état d'écriture permanente. Et quand je vous parle de cette contemplation, c'est est-ce que ça, j'arriverai à le dire? Comment je le dirais? Quelle phrase se présenterait extrêmement simple pour formaliser ce à quoi je suis en train de penser ou ce à quoi je ne sais pas très bien que je pense? Et la contemplation. Et pour terminer, alors j'espère que vous avez passé un bon séjour à Pessac et dans le Bordelais. Juste avant de vous libérer, je vais vous poser une petite série de questions. Si vous deviez retenir qu'un seul voyage, ce serait lequel? Probablement le voyage que j'ai fait à l'âge de 7 ans avec mes parents
en Suède et en Norvège, dans la région des lacs et dans la région des fjords, parce que j'ai été pour la première fois confronté à la beauté d'un monde que je ne connaissais pas. C'était pas simplement la Bretagne. J'ai été absolument ahuri par la douceur des lumières, par la force des paysages, par la beauté des filles. C'était absolument étonnant pour un gamin de 7 ans comme ça d'être mêlé à toute cette jeunesse qui n'avait rien à voir avec celle que je connaissais en Bretagne, toute cette blondeur, et ces yeux bleus, doux, ces grands sourires très bienveillants. Voilà, mon voyage en Scandinavie à l'âge de 7 ans. Quel livre vous amèneriez pour un week-end ou un court séjour ? Alors là, ça c'est vraiment la question piège, parce qu'on emporterait, je vais vous dire, je pense que pour un court séjour, je peux indéfiniment relire le Choix de Sophie de William Styron, parce que c'est le roman le plus bizarrement écrit que je connaisse, et en même temps le plus puissant que je connaisse sur tous les plans. Qu'est-ce que fait un écrivain lorsqu'il lit un roman ? Il se demande s'il arriverait à faire le même. Et donc à faire le même, il faut que ça entre dans sa technique romanesque. Et je n'arrive absolument pas à piger la technique romanesque d'un roman qui commence à la page 200. Moi j'ai l'impression quand j'arrive à la page 200 et que mon histoire n'a pas commencé, le lecteur a laissé tomber le bouquin depuis longtemps. Mais avec Styron, absolument pas. Donc c'est très très curieux la façon dont la force de ce livre, comme ça, qui fait un si large détour avant d'entrer dans cette histoire dont le lecteur ne peut plus se passer. Et enfin, quelle est la chanson qui vous fait instantanément voyager ? C'est toujours une chanson de mon enfance. C'est la chanson qu'on trouve dans La Dame de Pique, l'opéra de Tchaïkovski. C'est ce qu'on appelle l'air de la comtesse. C'est une chanson en français, mais qui est dite par la comtesse, qui est russe, dans un milieu russe, qui se rappelle à quel point c'était beau pour elle, la période napoléonienne. Et on voit bien d'ailleurs à quel point la langue française a une belle influence sur les Russes, qui n'avaient pas le souvenir simplement des envahisseurs, mais également d'un peuple qui leur avait apporté une certaine culture, et aussi la mélodie d'une langue, la langue française, que l'on retrouve merveilleusement illustrée par l'air de la comtesse, donc cette chanson de Tchaïkovski. Merci Yann Kefelec, on a hâte de découvrir aussi votre prochain ouvrage, donc Dictionnaire amoureux de la mer, prévu pour 2018. D'ailleurs, peut-être un petit scoop avant de partir, est-ce que vous avez une date précise pour la sortie de ce dictionnaire amoureux ? Si le jour où vous trouvez un écrivain avec une date précise de sortie, franchement, on vous tente. me donnerez ses coordonnées. Alors moi, je suis encore plus imprécis que tout le monde concernant les dates, mais je me suis donné rendez-vous pour la sortie de ce livre au début de l'année 2018, donc je ferai en sorte d'être présent à ce rendez-vous. Merci beaucoup Yann Kefelec. Merci bien.